Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier numéro des podcasts de Made in Foot. On va se retrouver chaque lundi pour débriefer des journées de Ligue 1. Alors aujourd'hui, je suis pas tout seul évidemment, et comme chaque semaine, je serai accompagné de Leandro. Salut Leandro. Salut Julien. Et de Maxime Oliveira. Salut Jules. Tous les lundis, on va se retrouver pour débriefer la journée de Ligue 1 en cours. Et donc comme chaque semaine, on retrouvera un récapitulatif des scores, suivi de quelques zooms sur des matchs en particulier qui nous ont marqués. Et enfin, on fera un point sur l'équipe type. Donc cette 9e journée de Ligue 1 a commencé samedi avec un Rennes-Brest marqué par la victoire du Stade Rennais 2-1, puis le PSG qui est parti s'imposer à Nantes 3-0. Dimanche, il y a Saint-Etienne qui a perdu encore une fois à domicile face à Montpellier, suivi du multiplex de 15h où Nice et Metz se sont imposés face à Angers et Nîmes. Dijon et Lorient sont laissés sur un match nul 0-0 et Reims est parti chercher une victoire contre Strasbourg. À 17h, Monaco a dominé de la tête et des épaules les Girondins de Bordeaux 4-0. Et enfin, Lille et Lyon sont laissés sur un match nul 1-1 avec beaucoup de regrets pour les Lillois. Pour commencer, on va pouvoir parler de Nantes-PSG. Je vais un peu prendre la parole sur ce match-là puisque je l'ai vu en intégralité. Alors, c'est un match assez spécial pour le PSG avec beaucoup d'absents. La rencontre a mis du temps un peu à se décanter pour Paris. On les sentait sur un petit train à quelques jours seulement d'aller à Leipzig pour un match important de Ligue des Champions. Comme souvent, la décision s'est faite grâce à Kylian Mbappé notamment, qui est sorti sur blessure très tôt dans le match. Cette blessure d'ailleurs est assez inquiétante avant cette match de Ligue des Champions où Neymar sera absent. Mais au final, Paris gagne 3-0 pour une victoire qui peut laisser quand même quelques regrets pour Nantes, qui a encaissé notamment un penalty un peu bête, mais au final il y a pas tant de surprises que ça de voir Paris s'imposer. Ensuite, on va pouvoir aussi s'intéresser un peu plus en longueur à Saint-Etienne-Montpellier, où Léandro, je crois que t'as pu suivre le match avec attention. Oui, bah voilà, j'ai pu regarder ce match, donc la rencontre qui avait lieu à Saint-Etienne. Donc on s'est retrouvé avec un Montpellier très dominateur en début de match, qui marque assez vite par Stéphie Mavididi. C'était un match, très équilibré plutôt. C'était un match où je me suis retrouvé avec deux équipes du coup qui faisaient pas vraiment de jeu. C'était beaucoup dans les passes, beaucoup dans la possession. Il n'y a pas eu énormément d'occasions, surtout côté stéphanois, ce qui était très très compliqué quand on joue à la maison et que on est dans une pente assez raide depuis quelques matchs. Et je trouve aussi que le fait que Aouchiche et Bouanga n'aient pas joué titulaire dès le début de match, c'était un peu handicapant pour l'équipe de Claude Puel qui du coup n'avait pas de réelle valeur pour tout ce qui était passe, pour tout ce qui était création d'occasion. Et on se retrouve aussi avec un Saint-Etienne très très démuni, puisque sur les 5 changements qui ont été réalisés, les 2 seuls clinquants, on va dire, donc ça a été du coup Bonga et Aouchiche, les 2 autres étant des jeunes. On n'a pas une réelle profondeur de banc et c'est inquiétant pour la suite de la saison. Montpellier aussi, hein, je crois que tu as une stat à nous donner par rapport à Montpellier à l'extérieur, mais ils arrivent enfin à gagner, on va dire, mais dans la difficulté, dans un match qui a pas forcément été le plus joli, on va dire, de Montpellier cette saison. Et voilà, l'objectif 3 points était là, et puis ils ont réussi à gagner. Ouais, c'est ça, Montpellier, c'est la première victoire à l'extérieur depuis le 11 janvier dernier. C'était un 2-1 à Amiens au stade de la Licorne. Entre-temps, du coup, il y a eu 7 matchs consécutifs sans la moindre victoire. Et ce problème à l'extérieur, on va dire que ça date pas de cette saison 2020-2021 pour Montpellier, puisque l'année dernière, Amiens, même si la saison a été interrompue en cours, était la seule victoire d'ailleurs de Montpellier à l'extérieur. Du coup, il y a aussi cette série noire de Montpellier. Enfin, une série, il y a eu 2 matchs, on va dire, assez graves pour la dynamique, où il y a une défaite 1-0 dans le derby contre Nîmes à domicile. Puis il y a une lourde défaite face à Reims la semaine dernière, où Montpellier est clairement passé à côté. Avec la suspension de Vitorino Hilton, MDZ est obligé de changer de système. On a retrouvé Montpellier en 4-3-3. Moi, je trouve qu'en première mi-temps, il y avait quand même pas mal d'occasions. Enfin, pas mal d'occasions. Ça jouait beaucoup mieux au ballon que ces derniers temps. Mavididi a été très intéressant pour l'une de ses premières titularisations. C'est son 2e but d'ailleurs. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus dur. Je pense que physiquement, Montpellier a été un peu à la peine. Et puis Saint-Etienne a enfin joué un peu au ballon quand Bouanga et Aouchiche sont rentrés. C'est d'ailleurs, je pense, un des points un peu
un peu, comment je peux dire ça, un peu à mettre en valeur côté Saint-Etienne, c'est que pour moi Claude Puel se tire clairement une balle dans la jambe quand il met ni Bouanga ni Auchy sur le terrain dans un match où on sait que Montpellier est une équipe défensive, enfin qui sait très bien défendre. Il faut des créateurs de ballon, des créateurs de passes, des joueurs de ballon. Et hier, au final, au coup d'envoi, il y en a pas à Saint-Etienne presque. Donc du coup, ça se ressent sur la création du jeu. Ben Kedim qui était pas mal, je crois qu'elle a gagné la Gambardella avec Saint-Etienne, mais bon, c'est vrai que c'est un de ses premiers matchs en Ligue 1, on peut pas lui demander d'avoir l'impact que Bouanga et Aouchiche ont depuis le début de saison. Puis on avait aussi Kazri qui était titulaire pour la première fois depuis un long moment. Kazri qui était catastrophique, hein, il faut le noter une fois de plus. Il passe complètement à côté de son match, il se prend un jaune assez bête. Et puis je trouve que sa sortie a plus fait de bien que de mal à Saint-Etienne. Et d'un autre côté aussi, je pense qu'il faut le souligner que Montpellier était clairement en dessous de ce qu'ils nous ont proposé en début de saison, avec notamment un Delors qui était un peu effacé du match, Laborde aussi, Mavididi qui marque mais qui derrière s'efface petit à petit. Et voilà, c'était... on peut pas vraiment lui reprocher ça, Mavididi, parce que je crois que c'est sa première titularisation avec Montpellier, donc déjà, comme a dit Julien, deuxième but de la saison, c'est lui qui ouvre le score. Parce que c'est pas un joueur qui est encore en confiance et qui a beaucoup d'automatisme avec ses coéquipiers, dans la mesure où voilà, c'est un de ses premiers matchs en tant que titulaire, donc je pense qu'il faut lui laisser du temps, et au contraire, je pense qu'il a vraiment sa carte à jouer sur le front de l'attaque à Montpellier. Si Michel Derzakarian continue sur ce 4-3-3, s'il continue à jouer côté droit, je pense qu'il pourra s'installer à long terme. Ouais, après, comme je l'ai dit, Montpellier, c'est clairement un défaut et une carence incroyable, genre les déplacements de Montpellier. Donc je pense qu'à 1-0, quand tu peux voir ce que fait Saint-Etienne pendant une mi-temps, tu te dis peut-être qu'il faut garder le score. C'est triste à dire, mais quand t'as tellement de peine à l'extérieur d'aller chercher des points et de gagner un match, je pense que Montpellier, même en deuxième mi-temps, s'est dit faut qu'on sécurise le score. Il y a 3 points en jeu de manière j'allais dire importante à les récupérer. Il faut stopper un peu cette hémorragie avec les défaites que tu as fait contre Nîmes et Reims. Je pense que c'est aussi une volonté, j'allais dire, de Michel Derzakarian d'éviter de s'exposer, notamment du coup avec l'entrée de Bouanga et Auschwitz, exposer ses défenseurs pour conserver ce score. Oui, voilà, après la claque reçue la semaine dernière, il fallait réagir, ils l'ont fait, ils prennent 3 points. Tant mieux pour eux, hein, l'essentiel est assuré. Hein. Surtout qu'il faut pas oublier qu'il n'y avait pas de TJ, il y avait du coup le Talek qui n'était pas là non plus à cause du rouge pris la semaine dernière. Donc au final, ouais, pareil pour Hilton. Donc au final, il manquait quand même pas mal de cadres à Montpellier. Mais à voir ce que ça peut donner. Et puis on espère que Saint-Etienne réussira à se réveiller surtout. Justement, pour Saint-Etienne, c'est pas inquiétant là. On est sur 5 défaites consécutives. On sait qu'il y a quand même des circonstances atténuantes, on va dire, sur ces résultats. Saint-Etienne a perdu dans la dernière trêve internationale Ivan Masson, je vais dire jusqu'à la fin de saison, une rupture des ligaments croisés. Mathieu Debuchy est absent, Arnaud Nordin aussi est absent et touché avec les espoirs lors du dernier rassemblement. Il manquait Harold Moukoudi qui était touché par le Covid. Ça fait beaucoup, mais est-ce que c'est suffisant pour trouver des excuses à Claude Puel dans le jeu produit par Saint-Etienne? Moi, je pars du principe qu'en fait, le problème qu'on a eu avec Saint-Etienne cette saison, c'est que déjà de une, c'était prévisible, ces mauvais résultats au vu de ce qui s'est passé au mercato estival. Cependant, en tout début de saison, ça se passait super bien. Et en fait, je pense que on a été dans une illusion qui a vite été rattrapé par la réalité des choses. C'est qu'aujourd'hui à Saint-Etienne, il n'y a pas forcément un effectif même pas de milieu de tableau, je dirais pas ça, mais il n'y a pas un énorme effectif pour se maintenir en Ligue 1. Et du coup, il va falloir batailler toute la saison et essayer de sortir les crocs à la maison et pas perdre 2 points à l'extérieur, ou au moins essayer d'en gagner un à chaque fois, parce que sinon ça va être très 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 compliqué. Mais c'était attendu, pour ma part en tout cas. Mais moi, je pense qu'on a sous-estimé l'importance de Wesley Fofana et toute la sérénité qu'il apportait à cette équipe, parce que c'est vrai que depuis son départ, mais c'est bien plus compliqué derrière. Et là, on a vu la titularisation du petit Sceaux qui est arrivé cet été. Droite, Mouefek apporte pas grande satisfaction, c'est quand Debuchy n'est pas là.
Et c'est vrai que c'est surtout défensivement en fait que c'est inquiétant à Saint-Etienne parce qu'il y a aucune profondeur en fait. Ouais, voilà. Après, moi, je suis pas totalement d'accord avec Leandro. J'ai envie de dire, je trouve que sur 13-14 joueurs, Saint-Etienne, ça a le niveau pour se maintenir largement et jouer la première partie de tableau selon moi. Mais c'est vrai que dès qu'il y a 2-3 blessés, comme on le voit maintenant, ça fait faut piocher chez les jeunes, ça fait très restreint, c'est très limité. Et c'est peut-être là que le bas blesse, entre guillemets, pour Saint-Etienne, quoi. On verra ce que ça donne, hein, mais moi, en tout cas, en début de saison, je les voyais bien barragistes. On verra ce que ça donne. Barragiste, carré. Ah ouais, de fou. Ouais, on verra ce que ça donne. J'avais mis une pièce dessus sur Twitter. Donc, c'est quand même bizarre, tu vois, par exemple, quand on voit par exemple le milieu de terrain, Aouchiche, Zaidou Youssouf, par exemple, qui pour moi est quand même une énigme. Je comprends pas pourquoi il est pas titulaire ou il a pas plus de temps de jeu que ça, ou Ivan Neyou qui avait été impressionnant face au PSG en Coupe de France. Par exemple, pour moi, ce milieu-là, il a pas grand-chose à envier à je sais pas, par exemple, si je regarde le haut de tableau, pour l'instant, c'est un peu biaisé, mais genre, par exemple, à Nice, par exemple, pour moi, il y a peut-être un peu moins de qualité, mais ça peut se valoir, par exemple. Ouais, je suis pas forcément d'accord sur ce point-là, surtout que je trouve qu'à Nice c'est quand même assez costaud comme exemple. Mais ouais, mais je suis pas très très fan et je pense que Claude Puel depuis le début de saison, ça se voit qu'il y a quelque chose qui cloche et je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'Aouchiche soit actuellement un très bon joueur de Ligue 1. Je pense que c'est un gars qui a encore besoin de beaucoup de développement et de match dans les jambes. Et puis au final, on se retrouve toujours avec les mêmes à Saint-Etienne. En fait, ça le problème, c'est que je pense qu'on arrive à une fin de cycle qui a été mal gérée, puisqu'au final, la vente de Fofana n'a ramené aucune nouveauté au club. Et au final, on se retrouve que avec un effectif qui part, qui est un peu vieillissant. Et bon, je vois pas Saint-Etienne faire une grosse saison. Je maintiens mon idée. Ça, ils ont fait un petit ménage cet été, mais après, je te rejoins juste, c'est sur ceux qui restent. Par exemple, Kazri, c'est quelqu'un qui doit normalement amener, son expérience dans des matchs comme ça. C'est lui qui doit un peu cadrer les jeunes, cadrer tout le monde, sonner un peu la révolte. Et au final, par manque de temps de jeu ou non, par manque d'implication ou non, on le voit hier, c'est catastrophique, quoi. Il apporte pas grand chose, il propose pas grand chose non plus. C'est peut-être ça au final qui fait peut-être mal à Claude Puel, c'est que les cadres ou les derniers joueurs un peu vieillissants qu'il a gardés pour chapeauter les jeunes sont pas au niveau pour l'instant, à part Romain Mouma qui a fait un bon début de saison, mais derrière Debuchy malheureusement est blessé. Kazri, Kazri est fantomatique. Il fait du Kazri, clairement. Il est pas du tout bon depuis le début de saison. Et alors, le carton rouge qui se prend là, je sais plus trop c'était contre qui. Mais alors, il démontre totalement la fragilité psychologique du joueur. Et je pense que il a pas forcément sa place à Saint-Etienne. Et ce, malgré son expérience, ça se voit qu'il y a eu une fin de quelque chose et que les deux, ils peuvent plus forcément continuer l'aventure ensemble, je pense. Je pense que Kazri et Saint-Etienne devraient se détacher au moins au mercato hivernal. On va changer un peu de sujet. Je sais qu'il y en a un de vous deux qui est très content, c'est Maxime avec la victoire de Monaco, 4-0 à Bordeaux. Je pense que Maxime, tu as suivi ça avec intention. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de ça justement du côté monégasque ? Et que dire, il fallait réagir. Il fallait réagir parce que la semaine dernière, Monaco s'est pris une petite fessée du côté de l'OL. Et après en avoir pris 4 la semaine dernière, cette fois, c'est eux qui en ont mis 4 à Bordeaux. Et tout est allé super vite. Ben Yedder a d'abord ouvert le score sur penalty, encore lui. C'est heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là, Wissam. Et dès 2 minutes après l'ouverture du score, il y a Gelson Martins qui est venu couper un centre d'Aguilar au second poteau, 2-0. Et sur l'engagement, Monaco récupère le ballon. Et Ben Yedder va être cette fois-ci à la passe pour Kevin Volland, un petit centre, la tête de Volland pour son premier but avec Monaco. Et à l'heure de jeu, il va même s'offrir un doublé, l'attaquant allemand, sur une passe cette fois de Gelson Martins. Au début de l'action, il y avait encore une fois Wissam Ben Yedder qui nous a gratifié d'un contrôle magnifique. Donc voilà, 4-0. Bon, le match était plié en 3 minutes. Du coup, je sais pas s'il y a grande analyse
à tirer de ce match, étant donné que Bordeaux a pas vraiment existé. Voilà, Monaco continue de faire un peu d'alterner entre le bon et le moins bon. Ça faisait quand même quelques matchs, 3 pour être précis, que Monaco n'avait plus gagné. Et donc voilà, c'est chose faite. Donc ce qui leur permet un peu d'accrocher le bon wagon. Il reste à 3 points de la 4e place et de Nice. Donc en fait, on ne sait pas trop comment analyser ce début de saison de Monaco. Voilà, comme j'ai dit, il y a des hauts, il y a des bas. Défaite à 4-1 à Lyon et là on gagne 4-0. Donc c'est assez bizarre. Avant de parler du naufrage bordelais, j'ai envie de dire, pour Monaco, est-ce que maintenant, au bout de 9 journées, tu vois un peu la patte Niko Kovac? Il s'est beaucoup cherché, j'ai l'impression, dans ses systèmes, dans son animation offensive. Il n'y a toujours pas un 11 qui a été... ouais, c'est ça, voilà. On n'a jamais aligné le même 11 pour l'instant. Donc difficile de dire de parler d'une influence de Niko Kovac. Tu m'aurais demandé ça vraiment au tout début de saison, les 3 premiers matchs, je t'aurais dit oui, Monaco... il y avait cette volonté de relancer court, c'était quand même un peu plus solide derrière. Mais là, sur ces derniers matchs, je parle pas que du match d'hier, parce que ce serait trop facile de dire que Monaco fait un bon début de saison parce qu'ils ont gagné 4-0 hier face à Bordeaux. Mais pour l'instant, difficile à dire que Kovac a vraiment métamorphosé cette équipe. Il y a du mieux par rapport à la saison dernière, mais c'est pas encore... le Monaco, la grandeur de Monaco qu'on pourrait attendre. Je suis pas sûr qu'on puisse cette année viser vraiment le podium. Place européenne, j'espère, mais le podium, je pense qu'on en est encore loin à Monaco. Après, c'est difficile à lire comme équipe Monaco. On aurait fait l'analyse la semaine dernière, on aurait jeté quasi tout le monde ou presque. Et cette semaine, il y a tout l'inverse. La défense semblait solide. Enfin, en tout cas, la peut inquiété, donc c'est plus difficile en fait de juger la solidité de la défense. Oui, mais voilà. C'est encore une équipe qui se cherche énormément, quoi. Il y a quelques, j'allais dire, satisfactions. Bah, c'est Wissam Ben Yedder, évidemment. Il y a Ruben Aguilar que j'ai trouvé très bon, excepté contre Lyon où il avait été mis à gauche pour aider Sidibé à sortir un peu la tête de l'eau. Et au final, bah, quand il le remet à droite, là, c'est le jour et la nuit, quoi. Enfin, voilà. Aguilar, Aguilar est une valeur sûre et un cadre déjà de Monaco, mais en fait Monaco gagne 4-0 hier, mais ce qui est marquant, c'est que sur 6 tirs cadrés, Monaco en met 4 en fait au fond, et c'est ce qui avait fait défaut sur les derniers matchs, notamment à Brest où je crois qu'ils ont plus de 20 tirs, mais ils encadrent que 4. Et là, en fait, quand cette efficacité va être présente, Monaco peut faire mal parce que Monaco est une équipe qui se crée des occasions. J'ai envie de dire logique avec le trio qu'ils ont devant parce que Ben Yedder et Volland s'entendent déjà très très bien. Gelson Martins, même si on peut lui reprocher de avoir un peu des fois son cerveau arrivé dans les 20 derniers mètres, ça reste un joueur qui en 1v1 peut faire d'énormes différences. Au milieu de terrain, c'est assez technique. Fofana est très bon. Fabregas était sur le banc cette fois, mais quand il est sur le terrain, il a toujours cette qualité de passe incroyable. Donc Monaco, j'attends de voir. En fait, il va falloir trouver de la constance, simplement. Et si Monaco arrive à garder cette efficacité, on peut attendre et espérer de belles choses de l'ASM. Leandro, tu voulais ajouter quelque chose toi sur Monaco ou... Ouais, moi je suis pas forcément aussi optimiste sur Monaco. Je trouve que, gagner face à Bordeaux, c'est pas très compliqué cette saison, surtout après cette semaine et les déclarations qu'il y a eu côté bordelais. Je pense que il fallait s'y attendre à ce qu'ils fassent pas grand chose. Je trouve que les 3 buts, surtout en 3 minutes, en fait, ça a été ça a été la seule bascule, tu vois, pour le match. Et je pense pas que Monaco ait forcément été, je sais pas, supérieur, on va dire. Mais parce que je trouve que vraiment c'est un problème où Bordeaux est vraiment très 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 nul cette année. Et du coup, Monaco a réussi à prendre le dessus. Mais est-ce qu'ils réussiront à réitérer la victoire dès la semaine prochaine ? Je suis pas si sûr. Même si je l'espère pour Max, quand même. Le derby face à Nice, il va falloir que Monaco gagne. Oui. Ouais, après, c'est ça. Bordeaux, parce que je pense qu'on a fait le tour de la question sur Monaco pour parler de Bordeaux. Gasset avait choisi de mettre Ben Arfa seul en pointe, et je trouve que justement cette équipe qui a été peu acculée sur les offensives monégasques a manqué d'un attaquant capable de garder un peu le ballon dos au jeu pour faire remonter le bloc.
Ben Arfa a beaucoup dézonné, on pouvait se l'attendre, on va pas lui reprocher, c'est son jeu. Du coup, il n'y avait pas vraiment de point de fixation dans cette équipe. C'est vrai que c'est pareil. En fait, c'est un peu pareil que Saint-Etienne, cette équipe de Bordeaux. Il y a pas eu un mercato exceptionnel avec. Il y a une seule recrue, Ben Arfa, qui est après le mercato d'ailleurs. En fait, il n'y a pas de grande profondeur, notamment au milieu de terrain, en fait. Au milieu de terrain, c'est Otavio, Basic, Adli depuis le début, et on voit pas vraiment qui Jean-Louis Gasset pourrait aligner d'autres, en fait. Moi, j'arrive pas à comprendre comment Bordeaux, une fois de plus, avec un joueur comme Josh Maja, qui pour moi a vraiment quelque chose à jouer. C'est un très bon joueur qui manque certes de matchs et de régularité, mais bon, il faut le faire jouer du coup pour l'avoir. Et j'arrive pas à comprendre comment tu mets Ben Arfa en 9 alors que tu peux te passer totalement de Basic qui hier compliqué quoi. Ouais, vraiment c'est très compliqué. C'est quand même un bon élément de ce milieu de terrain. Ouais, mais un peu comme Otavio, tu vois, c'est des très bons éléments, Basic et Otavio, mais pourtant, cette saison, c'est pas ça, tu vois. Genre, il manque quelque chose. De ce milieu de terrain, je pense, pour moi, c'est Adli. Qui hier a pas été bon. C'est lui qui perd le ballon sur le 2 ou 3e but. Oui, mais tu vois, mais moi, genre, je sortirais pas Adli parce que je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire entre Ben Arfa et Adli. Je pense que il y a une connexion qui peut se faire et ces deux joueurs. Techniquement, ça peut être intéressant. Qui en plus, ouais, voilà, en plus, techniquement, ils peuvent tellement apporter à Bordeaux, tu vois. Moi, vraiment, genre, soit, tu vois, genre, tu vois, soit Basic, soit enlever un Otavio ou un truc comme ça, mais bon, après, c'est pas les mêmes postes. Mais tu vois, moi, je verrais bien garder ce Ben Arfa Adli et avec en pointe un Josh Maja. Et après, autant sur le côté, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais alors, vraiment, ce trio-là, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Vraiment. Le problème à Bordeaux, c'est quand même que les Thomas Basic ou Otavio, par exemple, on sait jamais quand ils vont être dedans. C'est difficile à sortir, par exemple, je sais pas. Ils jouent sur courant alternatif. Ouais, voilà, c'est difficile de sortir 3-4 matchs d'affilée où Basic a été très bon. Otavio, il a une bonne période, mais pareil, cette année, il est dans le dur. Enfin, de toute façon, toute l'équipe de Bordeaux est dans le dur cette année. C'était prévisible aussi, hein. Bah oui, forcément, quand tu fais qu'une recrue au mercato, que t'avais déjà des galères l'année dernière où Paulo Sousa s'est plaint plusieurs fois, où son départ s'est pas forcément très bien passé. Oui, c'est sûr que c'était inquiétant. Après, c'est pareil, Jean-Louis Gasset est arrivé cet été, il a fait toute la préparation, ou quasi toute la préparation, on va dire. Mais pour l'instant, pareil, on voit pas sa patte, quoi. C'est difficile. Il y a une image, il y a quelques jours, quelques semaines, sur Twitter où on a vu l'entraînement bordelais devant les cages, ou je sais pas. C'était catastrophique. On aurait dit un entraînement d'une Div 5. Ça en dit long, je trouve, sur le manque de confiance, en tout cas à Bordeaux. Ou comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit tous les deux, pardon, c'est assez difficile de ressortir quelqu'un de très positif là-dedans, quoi. J'ai l'impression que c'est un naufrage, que tout le projet King Street est en perdition. On sait pas trop où on va, et à l'inverse, je trouve que Saint-Etienne a quand même des jeunes où on peut se dire qu'ils peuvent faire quelque chose de bien, et Bordeaux, j'ai l'impression qu'il y a pas grand chose à retenir. Ou les jeunes qui étaient bons à Bordeaux, c'était Chouameni et Youssouf l'année dernière, il a fallu les vendre parce que justement il n'y avait pas d'argent, et puis il fallait rembourser les prêts. Donc, il y a eu Koundé la saison d'avant aussi. Jean-Louis Gasset, on peut pas lui reprocher grand chose, quoi. Il arrive dans un club, c'est ah bah oui, non, totalement, oui, non, mais c'est un cauchemar. Oui. Non, mais tu vois, par exemple, moi je me dis qu'un gars comme Zerkan, tu vois, genre, il pourrait peut-être un petit peu plus avoir sa chance, peut-être à la place d'un Basic qui est pas forcément très très bon, comme on dit, il est pas très constant. Il va être amené à l'avoir sa chance, parce que comme on le dit, on le répète, il y a pas de profondeur à Bordeaux. Ouais, c'est ça. Un effectif qui a été mal construit et qui est pas équilibré, en fait. Mais tu vois, hier, t'as sur le banc Jérémy Briand et Josh Maja, et il fait rentrer Jérémy Briand. Enfin, Jimmy Briand, putain, je suis con. Pardon. Jimmy Briand, ouais. Tu vois, genre, hier, il y a Jimmy Briand qui est sur le banc et Josh Maja. Et lui, il fait rentrer Jimmy Briand à la place de Rémi Houdin. Moi, je comprends pas. Moi, personnellement, un mec comme Jimmy Briand, je vois pas ce qu'il apporte de plus à Bordeaux. Justement, j'en parlais, mais de au jeu, Jimmy Briand est intéressant. Puis bon, il apporte quand même son expérience. Il a 100 buts en Ligue 1. C'est pas...
Sans but. Qui vient d'arriver, quoi. Ouais. Après, ce qui est aussi inquiétant, c'est quand même que t'es une équipe en perdition et tu mises tout sur un Ben Arfa qui a pas joué depuis, j'allais dire, un an avec sa période à Rennes où il a joué quelques bouts de match au Real Valladolid. Ça en dit long, bah pareil, sur la peine de Bordeaux. Est-ce que c'est quoi? C'est une peine de dénicher des joueurs? Est-ce que personne ne veut venir? Ou juste pas d'argent. Oui, voilà, il y a pas d'argent, mais il y a quand même tu peux quand même faire quelques coups sur le mercato, j'allais dire sur les joueurs libres, mais au final, tu recrutes personne durant tout l'été. Et au final, tu finis avec Ben Arfa qui arrive, j'allais dire, une semaine après, du coup, qui a raté la prépa, mais ça, j'allais dire, c'est courant. Mais enfin voilà, c'est dangereux pour Bordeaux de jouer à ce jeu-là. Moi, hier aussi, un truc que j'ai trouvé et que j'ai pas forcément compris, ça a été que du coup, Gasset il fasse pas forcément confiance à Paul Bess, puisque du coup, je trouve que Paul Bess et Koscielny, ils étaient très, comment dire, pas, ils étaient très fusionnels, on va dire. En défense centrale, je trouvais que les deux, ils avaient une certaine sérénité que je vois pas forcément en Pablo, et j'ai pas compris pourquoi avoir arrêté ce duo-là. Mais bon, on verra ce que ça peut devenir. Parce que bon, je me disais qu'avec le retour de Kos, ce serait peut-être Pablo qui serait parti sur le banc, mais non. Et dernière question sur le sujet bordelais, j'ai envie de dire. Quand on entend Jean-Louis Gasset après le match qui dit qu'il joue le maintien, Et il a pas tort, hein. J'allais dire c'est logique, oui, mais j'imagine que les supporters, c'est pas vraiment ce qu'ils auraient aimé entendre. Enfin, j'ai envie de dire, je pense pas qu'il se cachait la face parce que ça serait manquer de respect aux supporters bordelais. Mais enfin, ça fait mal. Je pense que ça fait mal de le recevoir en pleine tête comme ça, surtout après une défaite 4-0 où bah t'as rien à sortir de ce match, quoi. Est-ce qu'il se rend compte vraiment maintenant de la gravité de la situation? Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi puisque, enfin, du coup, je côtoie pas mal de Bordelais depuis quelques mois et depuis le début de saison, ils le savent que ça va être catastrophique. Et au contraire, je trouve que c'est bien cette prise de position de Gasset, puisque bah d'un côté il montre à sa direction qu'il y aura pas plus, qu'on pourra pas s'espérer à plus, et puis d'un côté ça montre quand même mon supporter que bah il est rationnel, il cherche pas à se voiler la face et il est pas là à dire ouais on va essayer de jouer l'Europe alors que y a rien, c'est pas possible de le faire, tu vois. Non mais moi je trouve que tu projettes Bordeaux vers quoi, la 15e 16e place? Est-ce qu'ils peuvent se projeter à beaucoup plus? Mais après, forcément, tu vois pas quand tu vois l'équipe cette année, non. Mais après, je te parle plus dans le passé glorieux de Bordeaux. Ouais, mais justement, moi je trouve je trouve que c'est une gifle. L'Europa League, tu vois, Mais tu vois, mais je trouve que c'est une belle gifle. Genre, c'est une gifle d'un côté, genre pas forcément pour les supporters. Je pense pas qu'il est dit pour les supporters. Je pense que c'est surtout pour cette direction où ben voilà, il a une fois de plus un peu comme Kos, hein. Kos qui a fait une déclaration un peu surprenante aussi, Koscielny. Donc du coup cette semaine, moi je trouve que ils essayent de mettre la direction, d'essayer de leur faire comprendre. Ouais, et puis d'un autre côté, ils prennent position avec les supporters qui se plaignent depuis un moment, tu vois. Moi, je trouve ça pas forcément négatif. Après, c'est mon point de vue. Après, là, il y a quand même 3 gros matchs qui arrivent pour Bordeaux. Il y a la réception de Montpellier. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure. Montpellier à l'exté. C'est quand même compliqué pour Montpellier d'aller au Matmut Atlantique et de se déplacer en général. Mais surtout, après, tu te déplaces à Rennes. Et ensuite, tu vas au Parc des Princes. C'est-à-dire que là, c'est difficile d'imaginer Bordeaux avec 9 points, par exemple, 9 points de plus. Moi, je pense qu'on va se retrouver avec Bordeaux. Le premier match de décembre de Bordeaux, c'est le 5. Donc, c'est Bordeaux-Brest. Donc, après ces 3 affiches-là, je pense qu'on retrouvera Bordeaux pareil. Soit dans les barrages, soit pas très loin, tu vois. Ouais. Moi, je les vois pas si loin. Qu'est-ce que tu... Non, mais la déclat de Jean-Louis Gasset, oui, c'est triste pour les supporters bordelais, mais c'est réaliste sur le niveau de son équipe et ce qu'il peut arriver à produire avec ces joueurs-là. C'était tout simplement. C'est inquiétant pour Bordeaux, mais c'est pas étonnant parce que il y a rien eu au mercato, il y a pas de moyens. Le projet King Street est un échec total. Dire de plus. Bonne chance aux supporters girondins. Bon courage, parce que oui, le maintien, je pense qu'il est pas acquis et qu'il va falloir batailler pour l'obtenir. Après, je pense qu'il y a des équipes qui ont des effectifs moins bons que celui de Bordeaux et
Bordeaux peut quand même se sauver. Enfin, ce serait vraiment un cataclysme de voir Bordeaux descendre. Je voulais juste dire un truc. Moi, je trouve que la chance qu'il y a cette année en Ligue 1 pour des équipes comme Bordeaux et Saint-Etienne qui sont dans des positions pas très favorables, c'est qu'il y a énormément d'équipes qui jouent le maintien, entre parenthèses. Je pense à Nîmes, je pense à Dijon, je pense à Strasbourg, je pense à Brest. Il y a vraiment énormément d'équipes qui vont jouer le maintien et qui sont pas forcément dans des super conditions. Donc c'est peut-être là où ils arriveront à tirer leur épingle du jeu, donc des mauvais résultats des opposants, on va dire. Ok. Pour finir sur ce match-là, il y a quand même Monaco qui a un calendrier très chargé. Sur les 5 prochains matchs, tu te déplaces à Nice, tu reçois le PSG et tu te déplaces à Lille et Marseille. Et pendant ce temps-là aussi, tu vas à Nîmes. Ça va être vraiment des tests là pour Monaco, Maxime, sachant que t'as quand même, que Monaco a quand même raté les premiers, que ce soit contre Lyon. Rennes. Rennes, ouais, voilà. Rennes. Bah, ça va être des tests, oui. On va voir justement, tu me parlais d'une patte Kovac, on va voir de quoi il est capable, le coach croate, et avec cette équipe de Monaco. Il y a de la qualité dans l'effectif, donc le match le plus important, je pense que pour les supporters monégasques, c'est celui de la semaine prochaine face à Nice. Donc après, pour la suite, on va voir de quoi Monaco est capable. Et après, on voulait aussi débriefer le match Lyon-Lille, Lille-Lyon plutôt. C'était un match assez bizarre. Il y a eu 20 minutes de round d'observation. Ensuite, Lille a mis la machine en marche, j'ai envie de dire, avec l'ouverture du score de Bamba, qui est en feu depuis le début de saison, grâce aussi à un bon travail de Yilmaz. Lille est pas loin de doubler la mise par Yilmaz, pareil, sur une frappe de 25 mètres, une mine qu'il envoie et que Lopez sort, miraculeusement. Et au final, Lyon égalise juste avant la mi-temps, un coup de billard, un coup de chance, où sur un ballon de Mendes, il y a Aouar au second poteau qui manque son contrôle, qui manque sa frappe, mais moins et moins ça fait plus, et le ballon termine sur Selig qui l'envoie au fond des cages. Je pense que Lille pouvait déjà avoir des regrets au vu de la première mi-temps, et puis début de deuxième, il y a Marcelo qui prend un rouge où il s'essuie les crampons sur Jonathan Bamba, encore lui. Lyon est à 10, Lyon du coup recule, fait un bloc bas, et Lille impossible de marquer un but. Maxime, toi, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Non, tu as très bien résumé la situation. C'est vrai que Lille peut nourrir d'énormes Lille peut nourrir d'énormes regrets parce qu'ils sont tombés sur un Anthony Lopez qui était tout simplement phénoménal. C'était encore une fois un chat dans les buts et il a tout sorti. Je pense aussi à un corner rentrant de Yacice peu après l'heure de jeu et qui prenait la direction de la lucarne et Lopez est allé la chercher. Et c'est vrai que Lille, en fait, dans cette fin de match où Lyon était vraiment regroupé derrière, n'a fait que tourner autour des 16 mètres. C'était, je sais pas, ils essayaient de passer beaucoup par l'axe sans vraiment mettre de rythme dans leur jeu, ce qui fait que c'était quand même assez facile pour Lyon de défendre. Et ils prennent un point. Lyon, ils peuvent, je pense, s'estimer très heureux de ramener ce match nul de Pierre Mauroy. Surtout que Lille, dans l'axe, c'est confronté à un rock avec l'entrée de Jamel Benlamri. Quelle entrée pour sa première, j'ai envie de dire. Puissant, vaillant, qui rentre dans l'art, quoi. C'est même Yilmaz qui marche un peu sur toute la Ligue 1 depuis le début de saison. Il a eu enfin un client. Moi, je trouve que je l'avais jamais vu jouer, moi, Benlamri, donc c'est vrai qu'il fait une super rentrée. J'ai pas ses stats, mais il a contré de nombreuses frappes, beaucoup de dégagements, présent de la tête. Après, on va attendre un peu de le voir dans une autre configuration et voir notamment quand Lyon aura le ballon, voir ses qualités de relance, tout ça. Et c'est vrai que là, hier, il a fait du bien quand il est rentré. Je crois 3 minutes après que Marcelo ait pris un rouge à la place d'Aouar, il a sécurisé un peu la charnière. Et on peut aussi noter le bon match du petit Diomandé derrière à Lyon. C'est ça, en 40 minutes, Benlamri, c'est 5 dégagements, 2 tirs bloqués, 2 interceptions, 1 tacle et 5 duels gagnés, 100% de réussite. Il a fait beaucoup de bien. Après moi, est-ce que Benlamri peut pas prendre la place d'un Marcelo qui revenait bien sous Garcia, mais enfin c'est 6-7 derniers mois, mais on connaît ses limites, on connaît ses carences.
C'est tout. Enfin, en tout cas, Ben Lamry mérite d'être revu. Il sera sûrement revu il sera sûrement là, pour le derby dimanche prochain face à Saint-Etienne. Étant donné que Marcelo est suspendu, oui, je pense que en toute logique, avec l'entrée qu'il a faite, ce sera à lui d'assurer le poste de défenseur central. De toute façon, moi je crois que c'est tout ce que le peuple demande, hein, clairement. À Lyon, ça fait un moment que les gens se plaignent. Bon, c'est tout le passé qu'il y a entre Marcelo et les Lyonnais. Et puis je trouve que Ben Lamry, il fait une entrée en jeu vraiment très 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 bonne. Et puis il donne de très très bonnes impressions. Mais comme il a dit Max, le problème c'est que là on était dans une configuration de jeu qui est pas celle de Lyon dans un match habituel. Donc il faudra voir ce que ça donnera. Surtout que bon, premier test du coup, premier vrai test entre parenthèses pour moi, ça va du coup être le week-end prochain contre Saint-Étienne. Et c'est pas le match le plus simple, on va dire, mais s'il y va avec la même hargne et la même envie que là contre Lille, je pense qu'il peut faire que du bien. Et je pense que tous les Lyonnais lèvent les mains au ciel là si Marcelo sort du 11 titulaire et que c'est Ben Lamry qui devient titulaire pour le reste de la saison. Et pour parler de Lille aussi, donc Lille qui est la seule équipe invaincue de Ligue 1 qui est deuxième. Par exemple, je suis pas sûr que cette supériorité numérique leur ait été favorable. Lille, on sait comment ça joue vite en contre, ça aime bien prendre la profondeur derrière les défenseurs, notamment avec Bamba et Arrojo qui sont des deux ailiers virevoltants et un peu feu follet, même électron libre. Et au final, hier, Lille était un peu face à ce qui pourrait peut-être les mettre en difficulté tout au long de la saison. C'est-à-dire, ils ont eu 79% de possession sur la deuxième mi-temps. Et au final, il y a eu pas beaucoup de grosses occasions, à part, des exploits un peu individuels, notamment la frappe de Bamba aussi, qui est arrêtée par Lopez, ou comme l'a dit Max, le corner rentrant Yazici. Est-ce que au final, cette supériorité numérique n'a pas été un handicap? C'est triste, c'est bête à dire et surprenant. Est-ce que ça peut être un handicap pour Lille au final? Si, je crois que c'est Benjamin André en plus qui l'a notifié après match et qui a dit qu'il aurait préféré que Lyon ne prenne pas ce carton rouge parce que comme tu l'as dit en fait en début de match, on voyait Lille procéder avec pas mal de longs ballons dans le dos de la défense, notamment du côté de Marcelo, on le sait, c'est pas le joueur le plus rapide et qui a un peu de mal dans la gestion de la profondeur. Et avec des ailiers rapides, ils avaient tout pour faire mal à la Lyon, mais face à un bloc regroupé, c'était plus compliqué. En fait, il n'y avait pas assez de vitesse dans le jeu, tout simplement. Et Lyon, après, a bien géré défensivement le fait d'être en infériorité numérique, puisque les deux lignes de 4 étaient assez resserrées, laissaient que très peu d'espace en fait entre les lignes pour que Lille développe son jeu. Donc bien joué à Lyon pour la phase défensive, on va dire, pour avoir bien géré cette phase défensive. Après, offensivement, c'est vrai qu'ils ont rien fait en deuxième période. Que défendre. 20% de possession, 0 frappe. Enfin, je vais un peu enchaîner sur ce fait-là. Pour moi, c'est pas parce que t'es à 10 contre 11 en infériorité numérique, malgré les qualités lilloises, que t'as pas le droit de faire quelque chose avec le ballon. Au moins de temps en temps, j'entends bien que Lyon va pas garder la balle, d'autant plus qu'on sait que Lyon a quand même des problèmes aussi, pareil, pour attaquer quand ils ont la possession. Mais enfin voilà, quand un supporter lyonnais peut être frustré, enfin peut être content du résultat, mais être frustré aussi dans la manière où Lyon a appréhendé cette deuxième mi-temps. À 10 contre 11, t'as rien proposé, c'était de la souffrance, je pense, pour même les supporters. Pendant 40 minutes, tu te demandes si la sentence va tomber. Et au final, tu te dis peut-être qu'elle serait méritée. Et en face, quand tu as les quelques ballons offensivement, en fait, c'est des dégagements où tu envoies un peu au mastic Dembélé quand il rentre, ce pauvre Dembélé, ou même Fils de Paille quand il était là, quoi. Enfin, c'est très réducteur comme plan de jeu pour Lyon. Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi, parce que j'ai l'impression que c'est un supplice pour Lyon depuis de nombreux matchs. Et que les supporters ils en ont marre de voir ce Lyon. Donc c'était du Lyon, c'était clairement on pouvait pas s'attendre à plus en fait. Moi je voyais pas plus. Tu es d'accord avec moi alors? Non, mais je suis d'accord avec toi sur le fait où c'était vraiment un match où il y avait pas de Lyon, mais en fait le truc c'est que c'est vraiment la continuité de ce qui se passe genre toute la saison. Et je pense que les supporters, moi là où je suis pas d'accord, c'est sur le fait où tu dis que tu penses que les supporters ont été déçus. Moi je pense vraiment qu'ils
ils sont déçus depuis tellement longtemps que hier, c'était ni chaud ni froid, tu vois. Ils sont juste rentrer avec un point de ce match-là, c'est exceptionnel. C'était vraiment... d'être déçu depuis le début de saison. Moi aussi, je suis déçu pour eux, je suis déçu pour Lyon. Quand tu vois l'effectif qu'il y a... Ah ouais, de fou. Voilà, enfin même tu te passes par exemple d'un Maxence Cacré qui est pour moi peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain de l'effectif. J'ai du mal à le comprendre de temps à autre. Au final hier, bah pareil, tu sais que t'as pas beaucoup le ballon, que t'as peut-être besoin d'un exploit individuel si tu veux arracher la victoire, mais je suis même pas sûr que Rudy Garcia ait voulu arracher la victoire quand il y a eu l'exclusion de Marcelo. Voilà, tu te dis qu'un Ryan Cherki par exemple aurait pu faire du bien, mais après c'est pareil, il faut que Ryan Cherki accepte de défendre un peu, de faire le travail défensif, mais c'est que tu te dis mince avec l'effectif. On parlait tout à l'heure des problèmes d'effectifs de Bordeaux, de Saint-Etienne par exemple, quand tu vois l'effectif de Rudy Garcia qui joue un match par semaine et quand tu vois ce que propose Lyon depuis très longtemps, enfin c'est pas normal quoi, c'est mais de fou, c'est hein. pas normal, c'est... Mais moi, tu vois, en plus, je vais venir sur des propos de Zach Nani hier soir sur Twitter, que je trouvais très juste, qui disait qu'il comprenait pas forcément, il était pas forcément fan du profil de Paqueta, puisque j'ai pas forcément trouvé qu'il ait eu un énorme apport à Lyon. Et puis le problème, c'est que, comme t'as dit, on n'a qu'à créer à Lyon. On avait cette fameuse triplette avec Guimarães et Aouar. Et je comprends pas que Rudy s'en passe comme ça du jour au lendemain. Surtout que, en plus, un mec comme Paqueta, tu vois, il pourrait être intéressant à faire intervenir dans les dernières 20 minutes de match, tu vois, genre faire une entrée en jeu, un truc comme ça. Mais tu sais que t'as 3 mecs qui jouent très bien ensemble, qui se complètent et qui font du milieu de terrain de Lyon l'un des meilleurs milieux de terrain qu'il y a en Ligue 1. Et tu te passes de ces mecs-là, quoi. Enfin, on peut même aller... Sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Après, Paqueta, il respire quand même le football. Enfin, on voit que techniquement... non, mais oui. Quand il a le ballon dans les pieds. Mais c'est sûr que... Mais pourquoi pas aligner les 4, en fait? Enfin, dire un 4, ou au pire ça aussi, tu vois. Losange et avec Paqueta vraiment Paqueta en 10. Il y a ça, et puis il y a aussi quelqu'un en attaque qui a... j'allais dire une certitude de débuter tous les matchs, c'est Karl Toko Ekambi. On peut parler de la gêne de Kadewere hier, mais Toko Ekambi doit tuer le match. Enfin, il doit s'occuper de Maignan et mettre la balle au fond, hein. Il a la balle du 1-0 et c'est plus le même match après. Non, mais c'est du Rudy, c'est du Lyon, c'est compliqué. Et puis ouais, c'est vrai que ce 4-4-2 en losange, ça pourrait être intéressant. Enfin, moi, tu vois, je suis d'accord avec toi sur le fait où Paqueta, c'est un gars qui respire le foot, et quand tu voyais ce qu'il faisait, bon, pas forcément sur la fin, mais 25 millions d'euros sur lui, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Quelle est la logique? Non, mais tu vois, mais moi, je suis pas. Enfin, tu vois, genre, je me dis que t'as un trio de milieu qui est vraiment trop cohérent et qui joue trop bien ensemble. Et tu vois, moi je comprends pas que tu te passes de ces 3 mecs là, surtout en tenant compte que sur ces 3 mecs là, t'en as 2 qui viennent de la formation, et que tu sais à quel point la formation est importante, et pour les supporters de Lyon et pour les Lyonnais tout court, tu vois. Tu peux dire était importante pour Lyon, Leandro, parce que quand on voit par exemple que Amine Gouiri a été vendu cet été à Nice, et qui pour moi était un peu l'attaquant qui pouvait régler pas mal de problèmes à l'OL, c'est-à-dire qu'il s'est combiné, il s'est joué sur un côté. Quand je vois Karl Toko Ekambi par exemple qui est titulaire, je me demande ce qu'il fait en plus que Gouiri ne fait pas par exemple. Mais moi je suis d'accord sur le point où Gouiri, c'est totalement débile de le vendre, surtout à ces prix-là. Mais moi je pense que Gouiri cette saison, il aurait dû être prêté en Ligue 1. Donc, il voulait pas se prêter, hein. Mais mais c'est pour ça, tu vois, s'il voulait pas être prêté, il a le niveau de la Ligue 1, en fait, il le prouve, enfin. Mais totalement, mais le problème, c'est que. Il a été levé l'option d'achat de Karl Toko Ekambi, c'était quoi, une quinzaine de millions d'euros? Enfin, ouais, c'était un prêt payant avec une option, ouais. À Lyon. Non, mais c'est. On se dit, on va lever l'option d'achat, 15 millions d'euros. T'avais un Gouiri qui, justement, avait un profil 20 fois plus intéressant, plus haut supporter, et qui prouve qu'il a le niveau en Ligue 1 et en Coupe d'Europe. Et Lyon aussi, il a tendu. Ah oui, c'était un vrai Lyonnais, hein. Et puis même, au final, même ce qui est le plus, j'allais dire, le plus rageant et le plus
et le plus, comment je peux dire, qui peut donner, ouais, voilà, le plus de regrets, c'est qu'il a quasi même pas eu sa chance. L'année dernière, il a joué des matchs bourbiers en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue. Je me rappelle qu'au mois de janvier, jusqu'à la trêve liée à la crise épidémique, Moussa Dembélé enchaîne les matchs, il est sur les rotules à n'en plus en pouvoir. Il y a Amine Gouiré sur le banc et qui regarde ses coéquipiers jouer. Alors pendant ce temps-là, il claque des buts avec l'équipe de France U21. Il est très important en Youth League. Enfin voilà. Face à Moulin-Isère, il met un quadruplé, il met un piqué face au gardien, il met un retour acrobatique. Enfin, ouais, voilà. Et en Youth League, il a été aussi exceptionnel. Enfin voilà, c'est. Mais moi, tu vois, ça m'aurait plus fait de la peine que Gouiri reste à Lyon et qu'il joue pas, parce que je pense qu'il y avait déjà un problème avec Rudy, parce que je comprends pas enfin, tu vois, genre je comprends pas qu'il ait jamais eu sa chance. Tu vois, ça m'aurait fait plus de mal de voir un Gouiri sur un banc et ne jamais rentrer en jeu, et plutôt que, tu vois, de le voir à Nice, malgré enfin, en plus c'était prévisible, tu vois, quand tu vas chercher Kadewere, que tu lèves l'option sur Karl Toko Ekambi, que t'as déjà Moussa et Memphis, tu vois, qui peuvent faire qui sont du coup en attaque, tu vois. Enfin, pour moi ça me paraissait logique ce départ. Mais moi, tu vois, genre, enfin, oui, et lui il voulait pas. Ouais, c'est ça, c'est le recrutement qui est pas bon, c'est le recrutement qui est pas logique. Non, mais totalement. Logique, non, mais totalement. Galère cet hiver au poste d'attaquant, bah, au lieu d'aller piocher dans son centre de formation, c'est ça. Hop, on va recruter Karl Toko Ekambi. Ah non, mais totalement. Il y a ce problème-là un peu partout. Enfin, au milieu de terrain, Cacré, il sort un peu du placard par un concours de circonstances l'hiver dernier, où je me rappelle de lui à Nîmes où il avait été très bon, puis au final on sait pas trop pourquoi Rudy Garcia le fait plus jouer, et au final avec les blessures etc il le refait rentrer. Cette année il y a quand même un peu ce problème là de gestion, j'ai envie de dire, avec Bruno Guimaraes qui a pas forcément été le plus en vue possible pendant le Final 8, et puis maintenant qui squatte le banc, alors qu'en janvier-février tout le monde parlait de lui comme la nouvelle pépite du milieu de terrain lyonnais à juste titre, et puis maintenant il est pas tombé aux oubliettes, mais presque. Hier il rentre pour une dizaine de minutes, et dans un match où tu sais qu'il aura pas le ballon, et les matchs où Lyon peut dominer, où justement il peut amener sa qualité technique dans la passe, dans la construction du jeu, bah il est remplaçant. Ouais, totalement. Ça qui est triste en fait, c'est qu'il y avait une satisfaction après cette première saison, enfin ce début d'année civile et ce Final 8, c'était quand même le milieu de terrain Guimarães, Aouar et Cacré. Et c'est ce à quoi Rudy Garcia est venu toucher. Donc ouais, c'est vrai que Lyon hier du coup a pris un point, ils sont quand même toujours bien placés, ils sont 6e avec 14 points. Pas la ramasse, mais c'est vrai qu'on est en droit, avec l'effectif qu'ils ont, d'en atteindre plus, et d'autant plus qu'ils ne jouent pas la Coupe d'Europe et qu'ils n'ont que le championnat. D'ailleurs, c'est une phrase très drôle de Rudy Garcia hier après match qui dit on va devoir bien se reposer pour jouer Saint-Etienne dimanche prochain. Il joue une fois par semaine, il a un groupe étoffé, et on commence déjà à espérer que les joueurs se reposent bien. Je sais que l'année a été compliquée, que Lyon a fini sa saison en août, qu'il n'y a pas eu trop de repos, mais là c'est quand même assez culotté peut-être de parler de repos normal. Enfin, c'est normal pour tout joueur, mais de commencer déjà à tâter ce terrain-là à une semaine du derby, quand Saint-Étienne est touché par les blessures, et un groupe, on l'a dit tout à l'heure, très réduit avec 14-15 joueurs de l'effectif, quoi. Non, mais c'est surtout qu'il se trouve déjà des excuses avant même le coup d'envoi du match, quoi. Et c'est ça qui est catastrophique. Et puis, mais de toute façon, on refera pas Lyon, hein. Moi, je pense que les problèmes en interne sont peut-être plus compliqués et plus importants que ce qu'il y a sur le terrain, puisque je pense que les problèmes de Lyon, ils parviennent tout simplement des dirigeants et du staff. Donc, on essaiera de voir. Moi, je pense que, ouais, à un moment donné, il faudra se réveiller, il faudra peut-être faire les bons choix, parce que ça va faire beaucoup quand même là. Ça commence à faire beaucoup pour Lyon. Et dernière petite chose, l'année dernière, j'allais dire grosso modo à la même période, Silvinho avait été évincé quelques jours seulement après le derby, perdu. Bis repetita. Rudy Garcia joue ce week-end contre Saint-Etienne. Saint-Etienne mal classé, on l'a dit tout à l'heure, avec des difficultés dans le jeu, une défaite de Lyon. Est-ce que ça peut forcer Juninho et Jean-Michel Aulas à enfin prendre une décision pour
pour Rudy Garcia ou pas? Personnellement, je pense que c'est tout ce que souhaitent les Lyonnais. Hein. Clairement, j'espère que ça fera bouger les choses, même si j'y crois pas forcément, puisque bon, on est plus ou moins tous sûrs que du coup, notre ami Jean-Michel Aulas va essayer de garder Rudy jusqu'à la fin de son contrat, tout comme tout son effectif, tout son staff plutôt. Donc bon, on verra, mais ce serait quand même beau pour Lyon, je pense, une bis repetita, enfin pour les Lyonnais en tout cas. T'en penses quoi toi, Maxime Ouais, c'est vrai que cette semaine on a vu apparaître la rumeur Christophe Galtier à l'OL. Bah, ça serait pour l'été prochain, étant donné que Rudy Garcia est en fin de contrat en juin 2021. Mm-hmm. Je sais pas si Jean-Michel Aulas a prévu de licencier Rudy Garcia après le match de Saint-Etienne. Ça, on ne peut pas le savoir, mais c'est vrai que comme a dit Leandro, je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui espéreraient cette issue. Non, mais c'est surtout, c'est qu'en plus, non, mais c'est que Jean-Michel Aulas, depuis le début, il a prévu ce départ de Rudy Garcia. Il faut quand même savoir que cette saison, même le nouvel entraîneur de gardien qui est venu, il a un contrat jusqu'en 2021. Donc il y a plus ou moins tout le monde qui arrive à terme de son contrat là. Donc cet été, oui, il attend. Ouais, c'est ça. Un profond changement. C'est ça. Moi, je pense pas qu'il virera Rudy, puisqu'en plus, bon, c'est tous comment il est. Jean-Michel Aulas, il a des idées et puis il y va jusqu'au bout. Donc je suis pas sûr qu'il le virerait. Après, est-ce que c'est la meilleure décision? Je ne pense pas. Est-ce que l'avenir de Rudy Garcia ce serait meilleur loin de Lyon? Je le pense. Ok, bon bah après ce gros point Lyon-Lille, j'ai envie de dire, on va terminer vite fait avec l'équipe type de la 9e journée de Ligue 1. Dans les cages, on a choisi de mettre Anto Lopez, comme l'a dit Max tout à l'heure, il était impressionnant face à Lille. Enfin voilà quoi, c'est grâce à 5 parades face à Lille, donc c'est lui qui ramène le point du nul. C'est grâce à lui que Lyon gagne un point. On a décidé de mettre une petite défense à 3 avec Woodfuzz qui a marqué pour Reims, Kouyaté de Metz qui a été solide comme un roc, Leandro, non? Totalement, ouais. Et Damien Da Silva de Rennes qui a marqué. Au milieu de terrain, c'est une attaque très offensive, c'est une équipe très offensive, hein, on va pas se le cacher. À droite, on retrouve Gelson Martins en piston, buteur, il a causé beaucoup de problèmes à Bordeaux. Au milieu de terrain, on retrouve Schneiderlin très intéressant et très important dans l'entrejeu, l'équilibre niçois. Et Maïga qui fait une percée incroyable sur le but messin. Désolé de remuer le couteau dans la plaie, Leandro, mais son travail sur le but, il est impressionnant, je trouve. Non, mais je suis totalement d'accord. Hein. Et puis de toute façon, c'est plus que mérité. Ça m'étonne pas qu'il n'y ait pas de Nîmois dans l'équipe type. Et côté gauche, on retrouve Jonathan Bamba qui a été la menace lilloise contre Lyon. Et de Ben Yedder et volant, on retrouve Mbappé, buteur face à Nantes, est sorti sur blessure malheureusement pour lui, mais qui serait quand même disponible, et heureusement pour le PSG, pour le match face à Leipzig mercredi. Thomas Tuchel a parlé d'une blessure, pas d'une blessure, mais plus de la fatigue pour Mbappé, pareil pour Keane, ce qui explique leur sortie à la pause pour l'Italien et à 15 minutes du terme pour l'attaquant français. Voilà, c'est fini pour ce premier podcast Made in Foot. On espère que vous allez être nombreux et que vous serez de plus en plus nombreux pour nous suivre chaque semaine. Merci à Leandro et Maxime de m'avoir accompagné. Grand plaisir. Merci à toi. Puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous nos réseaux, sur Spotify, Deezer, YouTube. Et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao tout le monde. Ciao.